On est passé de la question de l'économie de la santé à la santé de l'économie. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous avez par exemple des analystes qui sont là pour essayer de rassurer des marchés financiers déprimés. Et vous avez des gens qui vous expliquent que les entreprises sont malades, que les entreprises sont mortelles. C'est-à-dire qu'on a complètement, en fait, l'économie concrètement a pris la place du malade. Donc on a un vrai problème en termes d'idéologie. Mais la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Bon. Et ce qu'on fait, enfin ce qu'on peut faire, ce que moi j'essaye de proposer dans ce livre, c'est de dire au fond, il y a un concept qui peut nous aider à essayer de trouver une solution pour réconcilier cette réalité fondamentale de la santé humaine avec la santé des écosystèmes, et c'est l'idée de pleine santé. Au milieu du siècle dernier, vous avez le rapport Beveridge, et vous avez tout un système social qui est construit autour de la notion de plein emploi. Et le plein emploi, c'est bien plus que la question de l'emploi, c'est la protection sociale, etc., etc. Et d'ailleurs, les questions écologiques sont largement absentes à ce moment-là. Aujourd'hui, je crois que le grand médiateur entre le monde humain et le monde des écosystèmes dont nous faisons partie, c'est-à-dire non pas la nature, mais le reste de la nature, c'est la santé. Et c'est maintenant la question de la pleine santé. Et la pleine santé, ça veut dire... Et la pleine santé, ça veut dire aussi le temps long, et ça veut dire donc repenser les indicateurs. Vous faites entrer un nouvel indicateur qui est celui de l'espérance de vie. Pourquoi ? Oui, parce que je pense que l'espérance de vie, fondamentalement, si vous voulez, ce livre prend la suite de Sortir de la croissance. Dans Sortir de la croissance, j'essaie de montrer pourquoi il faut sortir de la croissance du PIB comme indicateur fondamental de l'horizon social, disons, et comment on peut le faire pratiquement. Mais la question, c'est ensuite pour faire quoi ? Et en un sens, l'idée, c'est sortir de la croissance pour entrer dans l'espérance. Ce qu'il y a après la croissance, qu'il y a après ce monde du XXe siècle, c'est fondamentalement, effectivement, l'espérance de vie et la pleine santé, c'est-à-dire tous ces indicateurs de santé qui, à mon avis, sont infiniment supérieurs que les indicateurs type croissance économique et même taux de chômage pour comprendre les défis du XXIe siècle et pour saisir le développement humain. L'espérance de vie, c'est un indicateur qui permet de voir les inégalités, alors que la croissance ne permet absolument pas de les voir. C'est un indicateur qui permet de prendre en compte la question des crises écologiques, alors que la croissance du PIB ne permet absolument pas de le prendre en compte. Et c'est aussi un indicateur qui permet de dépasser l'illusion de cette question du plein emploi. Regardez la société américaine. La société américaine, avant la pandémie, c'est 3% de taux de chômage. 3% de taux de chômage, c'est l'indicateur donné par Beveridge en 1944 sur ce qu'est une société en plein emploi. Et pourtant, il ne fait aucun doute que la société américaine est une société malade. Avec une espérance de vie en baisse ? Avec une espérance de vie qui a baissé de façon très importante pendant 3 ans, ce qui est absolument sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, le plein emploi, si ça veut dire travailler tout le temps au prix de sa santé, ça peut être un paravent presque aussi mortel que la croissance économique. Donc c'est pour ça que je propose vraiment de recentrer les choses sur les indicateurs de santé, ce qui inclut aussi la santé mentale. Parce que le confinement, et le gouvernement n'en prend absolument pas compte aujourd'hui, c'est bien sûr des problèmes de santé mentale extrêmement importants. C'est 30% des Français aujourd'hui qui se plaignent de troubles liés à la question du confinement. Et on y retourne, ça veut dire que ça va évidemment réaugmenter. Donc la pleine santé, c'est la santé dans toutes ses dimensions et toutes ses ramifications. Santé physique, santé mentale, la question des écosystèmes, la question des inégalités sociales de santé, la question des inégalités environnementales. Toutes ces dimensions-là. Mais l'espérance de vie, on a quand même le sentiment que ça a toujours été un sujet de préoccupation mondiale. On a régulièrement des rapports de l'OMS qui tombent et sortent. Encore, il y a quelques années, 2-3 ans, un rapport disait que depuis les années 2000, l'espérance de vie dans le monde avait augmenté de 5 ans environ. Comme quoi, on se dit que ça reste une préoccupation de la gouvernance mondiale. Ça, de la gouvernance mondiale, bon, d'abord, il faudrait s'entendre sur ce qu'est ou pas la gouvernance mondiale. L'OMS n'a pas de pouvoir de gouvernance, pouvoir de recommandation et d'agenda, ce qui est déjà beaucoup. Et puis, mais je veux dire, quel pays du monde aujourd'hui gouverne son économie avec l'espérance de vie ? Vous avez entendu, vous, beaucoup, le gouvernement parler du fait que l'objectif central, c'était de maintenir l'espérance de vie des Français, l'espérance de vie en bonne santé des Français, et qu'on allait se donner le moyen, par exemple, quand on vote un budget comme le budget de la France, de faire en sorte que la priorité, ce soit maintenir l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Non, à l'évidence, non. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. La Nouvelle-Zélande, encore elle, l'année dernière, a pour la première fois adopté un budget de bien-être dans lequel la priorité, c'est la santé, et notamment la santé des enfants. Donc on peut le faire, mais à l'évidence, on ne le fait pas aujourd'hui.